Jean-Philippe Naudon, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes médiateur national du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants depuis 2019. Vous avez été médiateur du RSI depuis 2013 suite à une convention signée entre Dominique Baudis, le défenseur des droits, et Stéphane Sellier, le directeur général de l'époque. Vous exercez ce rôle de médiateur au quotidien. Comment faites-vous depuis plus de 8 ans, cette activité, comment faites-vous pour trouver le juste équilibre? Le juste équilibre, j'aime bien ce mot d'équilibre, cette formulation de juste équilibre. Équilibre, c'est en latin, c'est equus libra. Libra, c'est la balance, et equus, c'est égal, c'est la balance qui est égale. On va dire que la chose est à l'horizontale, et lorsque je suis médiateur, la balance n'est jamais à l'horizontale, notamment parce que l'administration a pour elle la connaissance du droit, et que la personne, lui, il n'a que ce sentiment d'injustice qui lui fait demander à ce que le droit qu'il pense avoir puisse lui être attribué. Donc ce juste équilibre, je le crée à chacune des médiations. Alors, vous parlez d'équilibre, mais en fait, aujourd'hui, on le voit dans les rapports sociaux, vous êtes soumis à une forme d'agressivité de la société qui réclame de plus en plus, les problèmes sont de plus en plus complexes. Est-ce que ce n'est pas usant au quotidien? Les problèmes sont usants parce qu'on a l'impression qu'ils s'enchaînent et qui, de temps en temps, même se reproduisent. C'est pas ça qui fait le sel de la médiation, c'est la personne qui est en face. Là, aujourd'hui, j'ai une médiation d'une personne qui est en maternité et qui s'angoisse parce que son droit aux indemnités journalières lui a été refusé. Derrière, j'en ai beaucoup de droits comme ça, mais à chaque fois, c'est une histoire personnelle, une angoisse personnelle de se dire, mais que va-t-il arriver demain si je n'ai pas l'argent pour pouvoir faire face aux premiers frais d'arrivée d'un bébé? Ça, c'est pas usant. Oui, on imagine que même ça apporte une fierté d'exercer ce rôle. La fierté, oui, mais moi je préfère le mot d'humilité, parce que derrière humilité, la racine est la même entre humilité et humanité. Et humus, l'humus, en latin, humus c'est la terre, c'est ce qui fait qu'on est là. Et j'aime beaucoup cette notion d'humilité. Moi, je ne suis pas là pour refaire le monde, je suis juste là pour aider à ce que des personnes puissent avoir accès à leurs droits. Et c'est déjà beaucoup. Alors, on va le voir, vous avez un certain nombre de penseurs qui vous influencent, Paul Ricoeur, bien évidemment, autour de cette notion du juste, François Julien également, le philosophe, Paul Václavic, ce penseur de la notion de changement. Vous avez toujours cette passion de la médiation? J'ai toujours la passion de la médiation, et j'ai toujours la passion d'aller voir ce que pensent les intellectuels et les penseurs, non pas sur la médiation, mais ce qu'ils pensent de la vie de manière générale. Parce qu'en définitive, qu'est-ce que c'est que la médiation? C'est apporter aux difficultés de la vie une solution qui soit une solution apaisée, qui ne soit pas une solution qui bascule dans la violence, comme on le voit énormément de nos jours. C'est trouver la bonne solution, adaptée au contexte et adaptée à la personne. C'est ça vraiment qui fait, pour moi, c'est le sel de la médiation, c'est le sel et le miel de la médiation, c'est ce qui me porte à toujours être dans l'action, dans l'agir, parce que d'abord, il y a l'humain. Alors vous parlez d'action, d'agir, on va passer aux exercices pratiques de manière très concrète. C'est comment se prépare une session de médiation. C'est quand on est médiateur, quel est le travail préparatoire? Alors, la médiation, pour moi, une médiation, c'est d'abord une préparation sur soi. Parce qu'on est tenté
notamment en tant que médiateur institutionnel, à plaquer une réponse qu'on a déjà donnée à une situation qui nous arrive. Or, la plupart du temps, chaque situation est particulière, spécifique. Elle se rattache à un contexte. Et apporter comme solution immédiatement ce que l'on a appris de l'expérience, me semble-t-il, n'est pas la bonne réponse. La preuve en est, c'est que de mon expérience, je m'aperçois que lorsque je tombe dans ce travers-là, je n'apporte pas la bonne réponse. Alors, je n'entends pas ce qui se dit à ce moment-là. Donc, quelque part, un médiateur doit arriver toujours vide. C'est particulier. Au sens disponible, oui. Oui, vide autant disponible, mais vide au sens aussi de son esprit. L'esprit doit arriver en... Alors, on peut dire vide, d'autres diraient vierge, d'autres diraient on a effacé l'ardoise, qu'importe le terme, il n'arrive sans a priori de ce qu'il va comprendre, de ce qu'il va découvrir et de ce qu'il va se passer. Alors, vous l'abordez en termes généraux. J'aimerais que vous illustriez de manière très pratique comment ça se passe. Comment est-ce qu'on saisit le médiateur? Est-ce que c'est une des parties? Est-ce que c'est l'autre? Vous recevez les deux dossiers en même temps? Voilà, c'est un petit peu la cuisine de votre... Ma cuisine, la cuisine, on saisit le médiateur de manière préférentielle et surtout dans le contexte de la pandémie actuelle par Internet. Un site sécu-indépendant.fr. Là, on peut déposer en ligne sa demande de médiation. On y joint l'ensemble des documents que l'on souhaite porter à la connaissance du médiateur, que ce soit la décision de refus, que ce soit des éléments de contexte, que ce soit son histoire, enfin, tout. Et ça, c'est l'assuré, c'est le travailleur indépendant qui fait cette démarche-là. La caisse de sécurité sociale, elle a émis sa décision, pour elle a raison. Et si elle n'a pas raison, à ce moment-là, il y a des voies de recours, que ce sont la commission de recours amiable et puis après le tribunal de grande instance. La médiation, c'est hors ce circuit judiciarisé. C'est à l'amiable, on essaye de trouver une solution. Alors vous parlez de constituer un dossier, d'essayer de trouver les éléments d'une solution. Une fois qu'on a rassemblé ces éléments-là, voilà, quel est le travail du médiateur? Alors le travail du médiateur consiste à tout d'abord se dire si la personne a déposé une demande de médiation, c'est qu'il y a bien une raison. Bon, cette raison, peut-être tout à fait banale, il n'a pas compris la position de l'administration et ne la comprenant pas, il pense que c'est injuste et donc il conteste. Donc la position du médiateur, selon moi, c'est de considérer que l'assuré est de bonne foi, que le citoyen est de bonne foi. On vit dans un monde de plus en plus complexe. Il n'y a qu'à voir l'inflation législative et réglementaire qui nous étreint les uns et les autres. Je suis effaré par simplement la lecture du projet de loi pour 2022 sur le financement de la sécurité sociale. Rien que ça demande des connaissances extrêmement pointues que ne sont pas capables la plupart des citoyens de ce pays. Donc, il faut partir du fait qu'il y a la bonne foi. De l'autre côté, l'administration l'organisme de sécurité sociale qui a émis cette décision, lui, il est parti des éléments de circonstances et des éléments de droit pour constituer et bâtir sa décision. Et donc, il peut y avoir concomitance entre le fait que la personne dise « vous ne m'avez pas donné de mon droit » et le fait que l'administration ait refusé ce droit parce qu'un élément majeur n'a pas été produit par l'assuré ou n'a pas été compris par l'administration. Et ça, c'est là où le médiateur doit intervenir. Et ce que j'appelle, moi, il doit toujours être en doute. Non pas douter de la véracité du récit, mais douter de la solution qui a été apportée. Et donc, questionne à la fois le demandeur, mais aussi l'administration en disant « vous avez dit ça, pour quelle raison
texte vous êtes appuyé, et comment vous avez fait pour, etc., etc., et aller jusqu'au bout de l'analyse. Et cette attitude de doute est assez dérangeante pour l'administration, parce que quelque part, elle peut se ressentir ceci comme une remise en cause de la qualité de sa gestion. Or, ce n'est pas le cas. Donc, je ne veux pas dire vous avez mal travaillé ou vous travaillez mal. Je dis juste, j'ai une demande, la personne me questionne, j'aimerais savoir si dans ce cas précis, tout ce qui aurait dû être fait a été fait, et si ça a été fait, est-ce que ça a été fait à la fois efficacement, dans le timing qui aurait dû être fait, et dans l'application du droit. Des fois, oui. Et à ce moment-là, je reviens vers l'assuré, le travailleur indépendant, et je lui explique de manière pédagogique. Vous avez pensé qu'il s'était trompé? Non, parce que telle et telle chose. Et je leur explique, non pas en mettant et en enchaînant tous les textes de loi qui doivent s'appliquer à la situation. Non, je leur explique comme je vous parle là, c'est-à-dire c'est en langage compréhensible par les uns et par les autres. Et là, la personne souvent nous dit, je comprends, je reste frustré parce que ce n'est pas ce que j'attendais, mais je comprends, et on a apporté une réponse. Elle ne correspond pas forcément à ce qu'elle attend, mais on a apporté une réponse. Dans d'autres situations, c'est beaucoup plus compliqué, parce que l'assuré, pensant avoir apporté l'ensemble des éléments, n'ayant pas eu son droit, dit mais c'est pas logique, c'est pas normal, c'est injuste, et donc d'autant plus injuste que mon voisin, ma voisine, mon copain, quiconque quiconque de mon entourage a bénéficié dans les mêmes circonstances. Donc là, moi je prends toujours des précautions en disant attention, c'est pas parce que c'est similaire que c'est identique. Donc on reprend les choses, et parfois effectivement il y a une incompréhension de la part de l'administration, de l'organisme de sécurité sociale, et à ce moment-là on rétablit le droit. Et parfois, et dans le cadre de la pandémie, mon Dieu, c'est arrivé de manière assez fréquente, c'est que le dispositif réglementaire ou législatif est muet sur la situation qui arrive à la personne. Et là, que faisons-nous? On essaye de travailler en équité, en disant, mais voilà, le législateur n'a pas fait cette loi pour que les personnes n'aient plus de droits, il l'a fait pour qu'ils y aient des droits, mais compte tenu du fait que la pandémie a modifié un certain nombre de règles, est-ce qu'à ce moment-là, il ne faut pas intervenir pour, dans ce cadre particulier, rétablir le droit de la personne? Alors, on voit bien la complexité de ces dossiers. On voit aussi finalement tout ce que le médiateur absorbe comme questionnement de la part des médiés, l'action qu'il doit mener auprès de l'administration. Finalement, c'est une charge, on va dire, émotionnelle. Est-ce que quand on est médiateur, on emporte ces dossiers à la maison et chez soi? Non, rarement. Non, je ne les porte pas à la maison. Ils sont là. Mais je ne porte pas tous les dossiers à la maison, parce que sinon ce serait extrêmement lourd et quelque part stressant. Non, simplement quelque part, je ne les abandonne pas non plus. Je suis toujours à me dire, dans cette situation, est-ce que la solution qui pourrait être apportée par l'administration, par l'organisme de sécurité sociale, est vraiment celle qui conviendrait? Est-ce qu'on est allé assez loin? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on est allé assez loin? Est-ce qu'on est allé jusqu'au bout de la demande formulée par le travailleur indépendant? Parce que là aussi, on ne demande que ce que l'on sait. Et si on ne sait pas qu'on pourra accéder à notre droit, que faisons-nous? On se contente de répondre à la question, ou on va un tout petit peu plus loin en disant il faut aussi prendre cet aspect-là des choses pour que la personne soit prise en charge en totalité. Ça c'est important aussi. Alors, vous soulignez cette importance et je voudrais vous demander qu'est-ce qu'on apprend personnellement autour d'un job de ce type si particulier? Parce que vous êtes au croisement du récit d'un des intervenants, du récit de l'autre, parfois des situations de conflit, voire d'indignation.
de méfiance des acteurs. Vous êtes finalement au cœur de la dimension humaine. Comment est-ce que on gère cette dimension? On accepte, d'abord on accepte le récit des uns et des autres. Chacun, au travers de son récit, construit sa réalité. Et au travers de cette réalité, construit sa vérité. Et chaque vérité est recevable. Ça ne veut pas dire que chaque vérité soit, au regard de la situation, celle qui correspond à cette situation. En tout état de cause, quand le travailleur indépendant vient me dire « voilà, c'est injuste », c'est sa vérité. Et quand la caisse de sécurité sociale vient me répond en me disant « dans ce cas-là, de toute façon, nous avons fait notre travail et la décision que nous avons prise, nous ne reviendrons pas dessus parce qu'elle est juste », pour elle, c'est son récit aussi, basé l'un sur sa perception du réel et l'autre sur sa perception du droit. D'accord? Et ces deux récits se confrontent, s'affrontent. Et c'est là où le litige arrive. Et le litige peut se transformer en recours devant le tribunal, voire en violence, puisque d'aucuns peuvent arriver fous furieux à l'accueil en disant « mais vous rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de me faire subir ?» Et c'est là où on a ce qu'on appelle maintenant les violences ou les incivilités. L'incivilité, il y a toujours derrière un sentiment d'injustice. Souvent, de mon point de vue. Donc, ça s'entrechoque. Chacun a la sienne. Moi, en tant que médiateur, je dois accepter et l'une et l'autre et convaincre, persuader qu'on a besoin de construire une vérité commune. Et cette vérité commune, ce sera en partie des éléments de l'un, en partie de l'un de l'autre, ce sera peut-être même en plus des éléments qui aujourd'hui ne sont même pas dans les récits de l'un et de l'autre. Cette vérité commune, c'est à moi à la faire émerger en tant que médiateur. Alors, j'aime beaucoup cette façon de faire parce que quelque part, chaque médiation est une aventure. On sait d'où on part, d'un conflit, d'un litige, mais on ne sait jamais où on arrive. Et cette aventure-là, il y a une forme d'utopie, au sens vraiment premier du terme, utopie, topos, sans lieu. Alors, s'il s'agissait de recruter ces aventuriers médiateurs, est-ce qu'il y a une fiche de poste? Est-ce qu'il y a un profil de médiateur? Quelles sont les qualités pour être médiateur? Est-ce qu'il faut, on imagine qu'il faut faire preuve d'impartialité, d'indépendance, mais quelles sont les qualités requises? Alors, impartialité, indépendance, neutralité, je dirais, ce sont les fondamentaux. C'est d'ailleurs ce qui est inscrit dans les textes. Tous les médiateurs respectent ces principes-là. Simplement, vous avez raison de dire que est-ce que c'est suffisant? Pour moi, au-delà de l'indépendance, il faut aimer les autres. Il faut aimer prendre en charge le conflit des autres. On pourrait être tout à fait tranquille chez soi en disant il a son problème, il a qu'à se le régler lui-même. Et s'il n'est pas content, il va devant les tribunaux, ils sont là pour ça. Or, on vient, en tant que médiateur, essayer de résoudre à l'amiable un problème dans lequel on n'est pas impliqué. Et d'ailleurs, il vaut mieux pas l'être. Parce que si vous l'êtes impliqué, il y a un conflit d'intérêt et à ce moment-là, vous devez vous retirer en tant que médiateur. Donc, vous êtes là pour travailler avec les deux parties qui sont opposées à trouver une solution amiable à un litige. Donc, c'est aimer les autres. Aimer les autres, c'est l'empathie et la résilience. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas partir chez soi avec l'ensemble des problématiques que vous avez rencontrées tout au long de la journée, parce que sinon au bout d'un certain temps c'est tellement pesant que vous n'en sortirez pas. Donc il y a une forme de résilience, savoir prendre la distance suffisante et nécessaire pour être à la fois proche des parties mais éloigné en disant ce litige n'est pas le mien. Je dois pas. Jacques Salzer le traduit par non pas l'impartialité, mais lui il appelle ça la pluripartialité. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois proche de l'un et proche de l'autre, et non pas éloigné de l'un et de l'autre. C'est cette notion-là. Après, bien entendu, la bienveillance, mais moi j'apporte 2-3 choses supplémentaires qui me sont vraiment propres. D'abord, il faut être indigné. L'indignation, Stéphane Elzer en a parlé, indignez-vous, mais l'indignation, c'est la façon
dont se traduit son sentiment d'injustice dans le concret. Certains le transforment en violence. Moi, je pense qu'il faut le transformer, et un médiateur le transforme en indignation, et c'est ce moteur, ce sentiment d'indignation qui, moi, me permet, au contraire, à tous les jours, de dire je continue à avancer parce que c'est indigne de l'homme de laisser cette personne dans la situation dans laquelle elle est. Et il y a deux autres notions que je mets en valeur en tant que médiateur institutionnel. C'est d'abord être disruptif, c'est-à-dire je ne me contente jamais de la réponse qu'on me donne. Je dis toujours oui, ça, ok, mais dans la situation dans laquelle on est, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il faut être quelque part rebelle, c'est-à-dire ne pas accepter que la règle soit celle qu'on vous demande d'appliquer. Sinon, vous ne servez à rien. Si on vous dit appliquez la règle qui de droit qu'on vous indique, à ce moment-là, vous ne servez à rien, puisque, a priori, c'est la règle que vous donne l'organisme de sécurité sociale. Elle pense que c'est la bonne, donc vous ne pouvez qu'appliquer cette règle-là. Moi, j'estime que, quelque part, c'est pas la rébellion pour prendre le pouvoir. Ça n'a pas lieu d'être par rapport à ça. C'est quelque part, c'est refuser. En sociologie, on appelle ça, ce sont des personnes qui sont séquentes, qui clivent, qui cassent. C'est exactement ça. Oui, j'entends ce que vous me dites, mais par rapport à la situation que je vous décris et au contexte dans lequel cette situation se déroule, j'estime que la réponse que vous m'apportez n'est pas la bonne. Et donc, en équité, et c'est là où je sors de la zone du droit et je vais dans la zone de l'équité, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, que mon action est la plus, je dirais, la plus efficace et la plus pertinente. Évidemment, si c'est juste pour appliquer le droit, je ne sers à rien. Alors, vous parlez du droit. Clairement, dans cette activité de médiation, vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage, le médiateur n'est ni un juge, ni un conseil, ni un avocat d'une des causes, ni un procureur. Alors, par contre, vous le dites également dans votre ouvrage, le médiateur doit faire preuve de discernement tout au long du processus de médiation. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ce discernement? Parce que, bon, vous l'avez bien expliqué, les sujets sont complexes, les avis, évidemment, peuvent être sincères de part et d'autre. Alors, le discernement. Le médiateur est un homme sans armes. Lui, il n'impose rien. Il n'impose même pas de venir en médiation. Il accueille les personnes qui viennent en médiation et à partir de là, il propose de construire un avenir commun au travers d'une décision qui permette de résoudre le conflit. Mais il est face au désarroi, on l'expliquait, au désarroi, à la violence, mais aussi à la profonde détresse de certaines personnes qui, face à certaines décisions, se trouvent totalement désarmées, démunies, ne sachant pas à qui s'adresser pour essayer au moins d'avoir une réponse qui soit une réponse, comment dire, c'est pas qu'il n'y a pas eu de réponse, mais la réponse quelque part elle est déshumanisée. C'est une réponse type, et la personne souhaite avoir une réponse qui lui soit adressée à titre personnel. Donc face à ça, savoir discerner, c'est savoir trier, savoir faire la part des choses et savoir trouver au sein de tout ce qui nous est dit ce qui est important et le séparer de ce qui est accessoire. Et souvent, l'accessoire est mis en avant et l'important est soit minoré, soit voire même dans le non-dit. Et en tant que médiateur, le fond de mon action, le fond de ma valeur ajoutée profonde, c'est bien essayer de trouver la raison pour laquelle on est arrivé à cette situation-là. Et des fois, c'est tout à fait simple, on emploie le même mot, mais derrière ce même mot, on ne dit pas la même chose. Moi, j'ai eu une médiation d'une pauvre femme à qui on allait cristalliser sa pension de reversion.
on parle de cristalliser. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette cristallisation? Mais cette pauvre femme, elle pensait qu'on allait la dissoudre, comme le sucre dans le café. Et donc, mettant la pension dans un liquide quelconque, elle a imaginé, elle allait disparaître. Au secours, on va me supprimer ma pension de réversion. Alors que dans le langage de l'assurance retraite, cristalliser, c'est faire un travail qui permet de ne plus revenir sur la pension de réversion. Au contraire, c'est garantir la vie durant de cette personne qu'elle aura toujours cette pension de réversion. Donc d'un côté, elle pensait qu'on allait la faire disparaître, de l'autre côté, c'était au contraire lui permettre de l'avoir sa vie durant. Donc vous voyez, derrière les termes, et en plus, les termes administratifs sont de plus en plus techniques, mais parfois ils sont techniques, mais issus du langage courant. Et donc, on ne sait plus à quel sein se vouer quelque part, et les personnes des fois sont angoissées. Mais voilà, par exemple, l'entrée en jouissance d'une pension de retraite, c'est juste la date à laquelle vous partez. Mais pourquoi on met en entrée en jouissance, par exemple? Voilà, donc il y a tout un tas de choses comme ça. Et donc, je dirais c'est un conflit mineur, mais ça explique bien que derrière des mots, les gens ne plaquent pas les mêmes images. À la fois parce qu'ils n'en ont pas la connaissance. Et moi, si on commence à me parler du droit de l'urbanisme, je suis d'une platitude absolue, je ne comprends absolument rien. Et des personnes qui viennent me voir ne comprennent pas ce qui se passe, alors que c'est la vie quotidienne, c'est-à-dire la protection sociale, c'est la vie quotidienne. Mais la protection sociale, aujourd'hui, est extrêmement complexe. C'est ainsi. Alors, l'actualité, c'est cette crise du Covid que nous vivons tous, qui a éloigné les personnes, qui crée des rapports par écran interposés. Quelque part, intuitivement, on se dit que faire la médiation par Zoom ou par Teams, ça doit être compliqué. Est-ce que ça modifie votre pratique? Non. Enfin, certains sont devenus les chantres de la médiation par Zoom ou par Skype, tout autre dispositif à distance, par écran interposé. D'ailleurs, l'expression écran interposé, en 2 mots, on a tout dit. Quand on interpose quelque chose, ça veut dire que déjà on n'est plus en lien direct. Alors dans la médiation que moi je conduis, le présentiel était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc ça n'a pas vraiment modifié fondamentalement ma façon de travailler. Simplement, ça m'a interrogé. Peut-on faire une médiation, notamment une médiation conventionnelle ou judiciaire, à distance? Je pense que chaque médiateur a intérêt à s'interroger sur sa façon de faire au regard de cette nouvelle pratique. Notamment pour la mise en œuvre du principe de confidentialité. Vous ne savez pas qui c'est qu'il y a autour de l'écran interposé. Première chose. Et deuxième chose, vous pouvez avoir quelqu'un qui est en médiation, mais il regarde l'écran comme il regarde une série à la télévision, dans lequel il est un peu plus impliqué peut-être, mais il y a plus. Et donc, on ne sait pas si il est vraiment présent à la médiation. Donc ce sont ces deux questions, il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas ce sont ces 2 questions qui, à titre personnel, me semblent être importante à trouver une réponse pour chaque médiateur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la médiation par l'intermédiaire d'un écran. Il faut savoir vers quoi on va, pourquoi on y va. Alors Jean-Philippe Naudon, votre ouvrage que vous venez de publier, Le médiateur face au juste, vous auriez pu vous contenter de faire un manuel du bon médiateur, mais c'est bien plus que cela, puisque c'est une réflexion que vous avez menée en essayant de vous confronter à cette notion de juste qui a été développée par Paul Ricoeur. Qu'est-ce qui vous a amené à cette confrontation? Dans votre ouvrage, vous avez une phrase un petit peu elliptique, vous dites « c'est une introspection individuelle relative à la non-posture, mais à la mission ». Pourriez-vous nous éclairer un petit peu sur ce que vous aviez en tête à ce moment-là?
moi, j'ai l'impression que je ne suis pas arrivé à la médiation par moi-même, c'est la médiation qui est arrivée à moi, quelque part. L'itinéraire a été inversé. Pourquoi je pense que beaucoup de médiateurs ont une approche qui est une approche professionnelle, c'est-à-dire ils veulent ajouter une corde à leur arc, notamment un avocat qui, au-delà du conseil et de la défense et des intérêts de son client, peut également vouloir avoir dans son portefeuille d'activité une activité de médiation. Ce n'a pas été ma démarche. Moi, je n'ai pas voulu être médiateur. C'est lorsque le directeur général de l'époque, Stéphane Sellier, m'a demandé de devenir médiateur du RSI, il m'a dit « Vous seriez la personne idoine ». Je n'avais jamais fait de médiation à l'époque, donc je ne savais pas. Il m'a fait confiance et il s'avère qu'il avait raison. Que ma façon de voir les choses, d'aborder les problèmes, était peut-être d'une certaine manière déjà une façon de faire de la médiation, ma façon d'écouter, de questionner, de mettre le doute non pas sur les personnes mais le doute sur la solution à apporter, pouvait être dans le cadre de la médiation une plus-value intéressante pour poursuivre cette mission. Donc je me suis formé à la médiation parce que je ne connaissais rien, donc pour vraiment incarner la mission de médiateur, il me semble que c'est important d'avoir une formation de médiateur. Donc j'ai suivi une formation auprès de l'IFOMEN, l'Institut de formation à la médiation et à la négociation de l'Institut catholique de Paris. Cette formation m'a beaucoup apporté et m'a aussi permis de confronter mon approche de la médiation à celle des autres médiateurs. Et je me suis aperçu globalement que si il y avait une formation commune, il y avait une déontologie commune, l'éthique, c'est-à-dire c'est ce qui vous permet à vous d'accomplir votre mission au quotidien, à la fois au niveau de la déontologie et au niveau de la formation que vous avez, donc du savoir-faire que vous avez. Cette éthique est tout à fait personnelle parce qu'elle renvoie à des valeurs qui vous sont absolument personnelles. Quand je vous ai dit tout à l'heure que je rajoutais dans ma façon de travailler à la fois l'indignation et la disruption, c'est ma façon de voir, à titre personnel, la posture, la mission de médiateur. D'autres vous diront non, c'est pas du tout ça. Moi, ce que je veux faire, c'est que chaque métier, chaque partie puisse faire émerger une solution qui leur soit commune, mais sans que le médiateur ait eu à agir. C'est tout aussi concevable. Dans tous les cas de cause, c'est pas ma façon de voir la médiation. Alors, pour rester dans ce rapport entre la médiation et le juste, cette notion de juste, on va essayer de la définir. À la vérité, et vous l'évoquez dans votre ouvrage, aujourd'hui, il semble peut-être plus simple d'évoquer cette notion par l'injustice que par le juste. À ce titre, bien évidemment, aujourd'hui, dans le domaine économique, vous abordez la question des inégalités qui est bien fouillée par Thomas Piketty. Cette crise que nous vivons, on le sait, accentue les inégalités et donc le sentiment d'injustice. Est-ce que vous, de manière très pratique, en tant que médiateur, vous constatez une augmentation des dossiers en lien avec la période de crise que nous vivons? Bon. La période que nous vivons est une période extrêmement particulière. Quelque part, nos sociétés contemporaines ont pris conscience qu'elles pouvaient disparaître, alors qu'un tout petit virus venait de manière disruptive, du coup, remettre en cause leur existence. Et quelques centaines de milliards, voire même des milliers de milliards, permettront peut-être de sortir de cette pandémie et de cette crise qui est au-delà de la pandémie, qui est une crise, à mon avis, beaucoup plus profonde que ce que l'on veut bien croire aujourd'hui.
c'est pas une crise de civilisationnelle en tant que telle, c'est une crise du modèle général, qui n'est pas le modèle économique tel qu'on veut le penser, ou tel que peut-être Piketty le dit au travers de ses analyses sur les inégalités. C'est vraiment le fondement même de la science telle qu'elle est aujourd'hui, va nous apporter à la fois le progrès, la sécurité et la richesse. Oui, peut-être, mais en tout état de cause, le colosse était quand même au pied d'argile, et on n'en est peut-être pas encore sorti, si j'en crois, et ce que j'entends aujourd'hui dit par des spécialistes de la chose. Donc, alors, vous êtes aussi sur ce sujet-là un point d'observation qui est une sorte de baromètre de la société. Quelque part, oui. Quelque part, oui, parce que la crise a des conséquences, mais des conséquences très pratiques. Par exemple, les pouvoirs publics ont pris des décisions immédiates dès le mois de mars 2020 pour suspendre le recouvrement des cotisations. Extrêmement important pour les travailleurs indépendants. Ne travaillant plus, ils ne peuvent plus payer leurs cotisations. Les cotisations étendues par rapport à le revenu qu'ils tirent de leur activité. Les pouvoirs publics ont agi et ont donné des aides qui étaient plus pour permettre la pérennité économique de l'activité, sans apporter une réponse essentielle sur les revenus des travailleurs indépendants. Ces mesures ont eu pour conséquence d'interrompre le recouvrement des cotisations, ont des conséquences aujourd'hui sur le versement des prestations. Parce que, vous le savez ou vous ne le savez pas, le lien entre cotisation et prestation n'est pas prégnant pour un salarié. Il est présumé avoir payé ses cotisations puisque c'est son employeur qui doit les verser. Et donc, s'il demande une prestation, on lui verse. Pour un travailleur indépendant, la chose est différente. C'est aux fonctions des cotisations qu'il a versées qu'on va lui verser des prestations. Or, les cotisations de 2020, on ne les a pas versées, puisque même pour ceux qui auraient pu les verser, on a suspendu le recouvrement. Donc on se trouve dans une situation où le lien cotisation-prestation a été malmené, suspendu. Et aujourd'hui, j'ai des dizaines de demandes de personnes, soit pour la retraite, soit pour les prestations en espèces de l'assurance maladie, par exemple. Mais bon sang, je n'ai pas ce que je devrais avoir. C'est injuste. Oui, c'est injuste, parce qu'une décision juste a apporté de l'injuste. Vous voyez, c'est pas simple dans cette affaire-là. C'est vraiment pas simple. Alors on va l'aborder, mais finalement on voit à travers ce que vous veniez de mentionner, vous avez mené une carrière au service des travailleurs indépendants, que ce soit dans des activités comme l'affiliation, le recouvrement, la retraite, la maladie. Encore une fois, on l'a dit, 8 ans en tant que médiateur. Vous avez vécu dans cet univers-là de très nombreuses crises. On sait que l'organisation de la sécurité sociale des indépendants n'est pas un long chemin tranquille. La dernière en date de ces évolutions, ça a été le transfert des activités du RSI au régime général de la protection sociale. C'était une mesure phare du programme d'Emmanuel Macron. Le médiateur que vous êtes observe-t-il une amélioration de cette prise en charge pour les travailleurs indépendants à l'issue de cette réforme dont finalement on n'a pas tellement entendu parler, c'est-à-dire elle s'est passée sans heurts, semble-t-il? Moi, en tant de ma position de médiateur, je n'ai pas à juger du fait que la réforme aurait dû ne pas être faite. La réforme a été décidée par les pouvoirs publics dans le cadre du programme de M. Emmanuel Macron. Elle a été faite, elle a été bien conduite et effectivement il n'y a pas eu, contrairement à ce que certains craignaient, de catastrophe industrielle telle qu'on avait dit à l'époque pour le RSI. Et effectivement, de ma fenêtre, je pense que le régime général a su apporter aux travailleurs indépendants ce qui ça serait bien faire au niveau de la qualité de service, au niveau de la synergie,
Et au niveau de la proximité, vous avez une case primaire par département, vous avez une CAF par département, et tout ceci était, ma foi, quelque chose de très important, et vous avez une URSSAF pratiquement par département, puisque le maillage des URSSAF, bien que vous ayez des URSSAF régionales, le maillage des URSSAF fait que vous avez des unités de production, de proximité dans chacun des départements, ou pratiquement chacun des départements de France. Donc la proximité, elle existe. À partir de ce maillage, ce qui est important, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est, et sur lequel il faudra être vigilant pour les quelques mois, voire les quelques années qui viennent, c'est 2-3 choses. La première, c'est l'acculturation au sein du régime général d'une notion extrêmement simple, c'est qu'un travailleur indépendant n'est pas un salarié. Et donc, d'appliquer les règles des salariés aux travailleurs indépendants, dans 90% des cas, c'est la chose qu'il faut faire. Mais dans les 10% qui restent, ce n'est surtout pas la chose à faire, parce que la réponse sera contraire à ce que l'on veut faire, qui est le bien et la prise en charge du travailleur indépendant. La deuxième chose, c'est que les spécificités du travailleur indépendant soient bien reconnues et préservées. Quelque part, ne pas essayer de forcer la serre à être carrée, à être cubique. Parce qu'à un moment donné, ça ne va pas marcher et ça portera des désagréments qui seront proches d'une remise en cause du statut du travailleur indépendant. Et je pense que la troisième chose, c'est une vigilance accrue sur le lien entre cotisation et prestation. Et sans doute que cette vigilance accrue entre le lien cotisation et prestation doit se recréer au travers de la reprise en compte de la transversalité qui existait au sein du RSI. Lorsque vous étiez travailleur indépendant au RSI, vous étiez cotisant, mais vous aussi étiez prestataire. Et lorsqu'il se passait quelque chose au niveau cotisation, il y avait un lien qui se faisait automatiquement au niveau administratif avec les prestations. Il y a eu ceci sur les cotisations. Quel est le lien sur les prestations au niveau d'invalidité? Et quand vous êtes invalide, quelles sont les répercussions si vous continuez à travailler sur votre statut de cotisant, etc. Ça se faisait, je dirais, en vase clos. Aujourd'hui, tout simplement pour l'invalidité, elle est versée par la caisse primaire, et donc la caisse primaire doit donner l'information à l'URSSAF comme quoi la personne est bien invalide, et l'URSSAF au départ a dû donner l'information à la caisse primaire sur les revenus de la personne pour permettant de lui calculer sa pension d'invalidité. Donc vous voyez que tout ça tourne, et il faut également informer la CARSAT que les trimestres d'invalidité doivent être inscrits gratuitement sur son compte parce qu'il a été invalide. Donc vous voyez, cette complexité-là est extrêmement importante. Et on s'aperçoit que ça commence à réémerger dans la mesure où vous avez des projets, notamment au sein des URSSAF, des projets de transversalité pour permettre la prise en charge globale du travailleur indépendant dès lors qu'il a une difficulté. C'est intéressant. On voit à travers ce que vous décrivez l'ensemble du champ que doit appréhender le médiateur. À la fois, comme vous disiez, avoir une approche éthique humaine, mais également une compréhension fine de ces processus, de métier, de l'aspect législatif, et c'est là toute la difficulté de ce rôle. Alors, venons-en à cette notion de juste. Vous dites que la médiation, ce mode alternatif de résolution des conflits, ne peut ignorer le juste. Alors, Jean-Philippe Naudon, est-ce que c'est une lubie de philosophe en herbe ou est-ce que cette notion-là est partagée par vos homologues? Alors, j'aime bien cette notion de philosophe en herbe. J'aime bien, j'apprécie. Je ne suis pas philosophe. Je n'ai pas de formation de philosophie. Je n'ai pas le titre de philosophe qui aurait pu être décerné par une quelconque université française ou étrangère. Je ne suis pas philosophe. Ou si je suis philosophe, je le suis à la manière des Grecs ou de Socrate, ou qui disait que celui qui est philosophe, c'est celui qui essaye d'apprendre à vivre. Par la maïeutique. Par exemple. Et donc, moi, je suis venu à la notion du juste parce que non pas le juste, mais l'injuste est présent partout dans notre monde.
et j'aime bien cette expression de Paul Ricoeur qui dit que, d'une certaine manière, le premier cri qui fait qu'on a conscience de l'injuste, c'est lorsque notre première approche du droit, c'est lorsqu'on dit que c'est injuste. C'est injuste et de là provient l'indignation. Non, donc moi, mon approche du juste est venue de là. Et après, je me suis confronté à cette approche de l'école de Palo Alto. Paul Watzlawick. Voilà, qui a mis en avant ce qu'il appelle la double négation. Ce qui n'est pas A n'est pas tout à fait B, d'une certaine manière. Et je l'ai traduit de la façon suivante. Ce qui, et je le prends au niveau de la liberté de faire. Je suis libre de faire ou on m'interdit de faire. L'un est opposé à l'autre. Mais qu'en est-il de l'obligation et qu'en est-il de l'autorisation? Et vous repassez ça dans ce qu'on vient de vivre au niveau du confinement et du couvre-feu, c'est très intéressant. L'obligation de faire, ce n'est pas une liberté et ce n'est pas une interdiction. Donc on est dans le non libre. Vous êtes obligé de faire, vous êtes dans le non libre, mais ce n'est pas interdit. Et dans l'autorisation, vous êtes dans le non interdit, mais vous n'êtes pas libre. Et donc du coup, cette double négation qui fait qu'on est sur le ternaire, moi je l'ai quelque part établi sur le quaternaire. Et du coup, ce qui est juste, l'opposé, c'est l'injuste, mais le non-juste n'est pas opposé au non-injuste. Et ce n'est toujours pas, le non-juste n'est pas tout à fait l'injuste, et le non-injuste n'est pas tout à fait le juste. Et c'est là, dès lors que vous avez cette grille-là, qui est une grille personnelle, qu'elle soit volontaire ou involontaire, chacun regarde le monde avec cette grille-là. Ah, ça c'est injuste. Ou quelqu'un dit, ah ça ce n'est pas juste. Quand on dit ce n'est pas juste, on ne dit pas que c'est injuste, on dit que ce n'est pas juste. Donc on est dans des notions très subtiles je dirais dans le calibrage et dans la compréhension. Mais chacun, quand vous avez cette grille-là et que de l'autre côté, quelqu'un dit, mais voilà, ce n'est pas juste de faire ceci, et que l'autre dit, si c'est juste de faire ceci, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs qui portent notre réflexion, on en arrive au litige. Et le médiateur, dans cette affaire-là, s'il ne prend pas en compte le fait que dans le juste et l'injuste de l'un et de l'autre, ils sont portés par des valeurs qui peuvent être différentes, l'un étant sur des valeurs de justice et l'autre étant sur des valeurs, par exemple, de liberté, c'est pas la peine. Hein. Vous pouvez discuter pendant des heures, on n'y arrivera jamais. Et alors, dans cette réflexion, on voit que, on va dire, bon, elle a pour source la philosophie de Paul Ricoeur, vous en avez approprié un certain nombre d'idées. Dans votre ouvrage, vous avez essayé de confronter ça avec des homologues, médiateurs, vous avez fait une sorte d'enquête, un cheminement dans lequel vous avez confronté les pratiques. Quel est le retour de vos homologues autour de ces idées-là? J'ai présenté mon livre à plusieurs reprises à des médiateurs. Dans un premier temps, ils ont trouvé que cette chose était quelque part conceptuelle. Et peut-être que je coupais un peu les cheveux en quatre. Et quand on rentre dans l'explication, et quand on rentre dans le fait que ce que l'on pense juste n'est peut-être pas le juste de l'autre, et que l'autre peut-être même le considérer comme de l'injuste, ça commence à les déstabiliser et ils rentrent petit à petit dans cette mécanique. Et on le verra un peu plus tard, cette mécanique, elle est un peu plus complexe que ce qu'on vient d'évoquer, parce que là, c'est ce que j'appelle moi la carte du juste. Hein, donc dans la carte du juste, vous avez les 4 positions qu'on vient d'évoquer. Chaque carte est personnelle. Donc, cher Javier, quand vous venez à cette table
posez votre carte du juste sans me le dire, et moi j'ai la mienne. Et si on était en train de discuter sur un sujet sur lequel on n'était pas d'accord, d'une certaine manière, on viendrait avec notre carte du juste, notre carte qui derrière est adossée à des valeurs, et on pourrait se confronter et ne pas tomber d'accord pour cette raison-là. Alors, mais là-dessus, il y a le deuxième aspect des choses, c'est ce que j'appelle la boucle systémique du juste. Alors, avant d'aborder ce point, moi j'aimerais justement, je prends ma carte là pour définir ce juste, enfin je reprends les éléments de la définition que vous avez donnée. Donc d'abord, vous expliquez bien dans votre ouvrage que vous avez souhaité sortir de cette alternative un petit peu conflictuelle entre la morale et l'éthique. Bon, c'est un schéma de partition, on va dire, assez classique. Vous avez quelque part une approche en tant que disciple d'Edgar Morin où vous avez considéré qu'il fallait prendre le sujet sous ses multiples aspects, la complexité et donc une notion qui fait système. Bien, une fois qu'on a posé ça, vous distinguez 4 dimensions pour ce juste. Bon, tout d'abord, une façon assez simple, c'est la distinction entre le bon et le mal. Bon, c'est une première notion. La deuxième dimension que vous abordez, c'est la dimension déontologique de la médiation. Et ça, vous l'avez bien expliqué. Troisième notion, c'est la notion de la justesse de l'action. Et enfin, la justification de l'action du réel, c'est ce que vous avez abordé tout à l'heure à travers le prisme de l'interprétation. Bon, tout ça a l'air un petit peu conceptuel. Moi, ce que je vous propose, Jean-Philippe Naudon, c'est qu'on passe aux exercices pratiques. Alors, bon, vous avez évoqué tout à l'heure ce sujet d'une législation qui intervenait et puis d'une réglementation qui venait par la suite. On voit que dans ces schémas-là, eh bien, les assurés peuvent se retrouver dans des situations inextricables. Dans ces cas complexes qu'on ne va pas détailler, quelle est finalement la notion de bon et de mal dans ces situations? Alors, la boucle systémique, effectivement, comprend quatre éléments. L'élément téléologique, c'est-à-dire l'élément sur le sens, auquel je rattache la justice. Et c'est parce qu'on est rattaché à cette notion de justice que cette notion de bien et de mal émerge. Les 3 valeurs fondamentales, selon les philosophes, c'est le bien, c'est le vrai et c'est le beau. La justice se doit d'être pour le bien, pour le vrai et pour le beau. C'est dans ce sens-là que je le pose. Le deuxième niveau, c'est déontologique, c'est la régulation. C'est ce que j'ai appelé la justesse. C'est parce que la justice doit agir pour le bien que la règle doit être égale pour toutes et tous. C'est ça la justesse. Alors, cette justesse, la justesse de l'action, vous l'illustrez par une scène du Seigneur des Anneaux, oui. Où en fait on est dans cette configuration où il y a le Gollum qui souhaite se saisir de l'anneau et de l'ensemble de ses pouvoirs pour les accaparer. Et face à lui, on a Frodon qui est avec une attitude, on va dire, beaucoup plus partageuse, qui ne souhaite pas s'approprier l'anneau pour son propre usage. Où est la justesse de cette action? Je vais vous citer Abraham Lincoln qui dit la chose suivante: presque tous les hommes peuvent faire face à l'adversité. Presque tous les hommes peuvent faire face à l'adversité. Si vous voulez éprouver le caractère d'un homme, donnez-lui le pouvoir. Et le Seigneur des Anneaux, c'est exactement ça. Avoir l'anneau, c'est avoir le pouvoir de devenir invisible. Donc c'est le pouvoir de faire et de savoir, d'accéder à la connaissance totale de tout ce qui se passe. Et le médiateur, lui, c'est l'homme sans pouvoir. Si ce n'est que
homme sans pouvoir, il n'est pas homme sans avoir la possibilité d'avoir le pouvoir. Donc, va-t-il se saisir de l'anneau ou ne va-t-il s'en saisir? Telle est la question. Et telle est la question qui doit exactement se poser. Je fais médiation dans quel sens? Non pas, est-ce que je le fais pour moi? C'est-à-dire pour qu'on me dise, ah tiens, c'est un bon médiateur. Donc derrière, il y a un sentiment de puissance qui peut émerger, et ce sentiment de puissance émergent, on peut se retrouver comment dire, de manière à l'insu de son plein gré, diraient certains, se mettre à l'abri de certaines obligations ou de diverger légèrement sur les principes d'indépendance, les principes de neutralité, les principes d'impartialité, parce que l'anneau aura été saisi et l'anneau aura été mis au doigt, et donc du coup la cape d'invisibilité sera là. Alors, la quatrième dimension de cette sphère du juste, c'est cette approche humaine. Oui. Et dans l'approche humaine, il y a forcément des perceptions. Quand entre deux acteurs, eh bien chacun a sa perception du réel, j'ai ma perception du réel, vous avez la vôtre, comment le médiateur s'y prend pour avoir la bonne focale? Je crois que vous êtes passionné de photographie et donc il est peut-être question d'avoir la juste focale sur ces perceptions. Comment fait-on? Comment fait-on? C'est compliqué. Chacun vient avec son récit, je l'ai précisé tout à l'heure, et pensant que son récit est la vérité. Et ces deux vérités, ces deux récits se confrontent. D'autant que il est difficile, et ça c'est la sociologie qui nous l'apprend, il est difficile à quelqu'un de perdre la face. C'est la sociologie. Les sociologues de l'école de Chicago nous l'ont prouvé dans les années 50. Toute personne qui perd la face, à ce moment-là, se met dans une position qui est une position de sauvegarde de ce qu'il est. Et à ce moment-là, il est difficile de se mettre en place un dialogue, une médiation. Donc, le rôle du médiateur, c'est surtout d'accueillir le récit de l'un et de l'autre, de comprendre qu'il y a affrontation, de laisser cette confrontation se mettre en place, et à partir de là, de leur dire, écoutez, on va essayer de construire un pont, quelque part, mettez-vous à la place d'eux. Et en se mettant à la place d'eux, on leur dit, mais vous mettez, vous ne devenez pas l'autre, mettez juste à la place d'eux. Pour essayer de comprendre pourquoi il vous dit ça. Et que l'autre comprenne pourquoi il vous dit ça. Et à ce moment-là, quelque part, il est possible que la personne, écoutant du point de vue de l'autre ce qu'il lui dit lui, puisse lui permettre de comprendre. On fait en formation, on fait en formation de médiateur, on fait des jeux de rôle où effectivement on est confronté l'un à l'autre, et puis tout à coup on nous dit passez de l'autre côté, et la personne qui va vous dire ce que vous lui avez dit, et vous allez voir ce que ça vous fait. Et là, du coup, on comprend ce que j'appelle moi la justification. C'est ne pas perdre la face. On ne peut pas perdre la face, et pour ne pas perdre la face, combien de fois on réécrit le réel? Ah maman, j'ai mis les doigts à la confiture. Non, je ne les ai pas mis les doigts à la confiture, je voulais la goûter. D'accord, on reconstruit des réels, alors qu'il a bien voulu mettre les doigts à la confiture pour la manger. Et donc, vous voyez que cette affaire-là, c'est une affaire anthropologique. Parce que c'est la façon dont je le vois. Et donc, le médiateur doit le prendre en compte. Parce que si c'est anthropologique, c'est fondamentalement ce qu'est l'homme. Donc, à un moment donné, il faut le prendre en tant que tel. Et cette affaire-là, il faut que le médiateur le sache, l'intègre dans sa pratique, et pour, à un moment donné, faire en sorte que le récit de l'un et le récit de l'autre puissent devenir un récit commun. Sinon, on ne s'en sort pas. Alors, Jean-Philippe Naudon, vous avez fait des études en sciences politiques et en administration des entreprises. On a compris tout à l'heure que finalement,
cette vocation de médiateur vous est venue à vous plutôt que vous n'êtes venu à elle, j'aimerais réactiver vos souvenirs. Ouais. Quel est votre premier cas de médiation? Mon premier cas de médiation, c'était quelqu'un qui voulait partir à la retraite, qui avait déposé sa demande pour partir à la retraite. Et c'était à l'époque les premiers cas de départ à la retraite pour carrière longue, qui avait été mis en place sous le quinquennat de François Hollande, peut-être vous en souvenez. Et ce brave homme, pour pouvoir partir à la retraite, il fallait qu'il respecte un certain nombre de critères. Donc il dépose sa demande. Je veux partir au 1er juillet, c'est au mois de mai, donc c'est 2-3 mois avant. Est-ce que j'ai toutes les conditions pour pouvoir partir à la retraite? La réponse arrive en octobre. On lui dit oui, vous avez toutes les conditions, donc vous pourrez partir qu'à compter du 1er novembre. Il dit mais attendez, j'ai déposé ma demande au mois de mai. Oui, mais votre demande de renseignement n'était pas une demande de retraite, donc maintenant vous pouvez déposer la demande de retraite, ce sera le premier jour du mois qui suit le dépôt de votre demande de retraite. Donc là je suis intervenu en disant l'assuré ne peut pas être victime des anomalies de fonctionnement de l'administration, et donc vous auriez dû lui répondre dans les 2 mois, dans les 3 mois, vous ne l'avez pas fait. On revient rétroactivement à la date à laquelle il souhaitait partir, donc au 1er juillet. Et cette personne n'a pu partir 3 mois avant la date à laquelle l'assurance vieillesse voulait le faire partir. Voilà mon premier souvenir, ma première médiation. C'est du bon sens, hein, quelque part. Alors, on respecte le droit, mais on dit que le droit doit s'appliquer de manière, comment dire, normale, j'ose dire. Juste. Jean-Philippe Naudon, en fait, vous nous avez expliqué comment vous êtes formé à cette technique de la médiation, vous avez acquis l'expérience, les nombreux dossiers traités. Petit à petit, on acquiert aussi du flair sur les problématiques. Vous disiez tout à l'heure qu'on n'emportait pas ce dossier avec soi, mais néanmoins, on va dire, on est une sorte d'éponge de toutes ces problématiques. Il existe des cercles de médiateurs. Est-ce que c'est un petit peu comme les psychologues qui ont des superviseurs dans lesquels on peut échanger sur ces pratiques, sur ces problématiques, de manière à un petit peu décharger la barque? Oui, c'est exactement ça. L'exercice du métier de médiateur est un exercice solitaire. Le médiateur est face aux parties et bien qu'il soit quelqu'un, je dirais, de la cité, il exerce sa médiation en une personne solitaire. Et cette solitude a besoin d'être confrontée à la sollicitude, si j'ose dire, de ses pairs, au travers soit d'analyses pratiques, soit de la supervision, soit de formation dans lesquelles ils peuvent apporter ce qu'ils ont vécu, dire les difficultés qu'ils ont pu avoir, voire même les réussites qu'ils ont eues, pour partager, échanger et s'enrichir de l'expérience des autres. Ça, je dirais, c'est fondamental. Et après, vous avez des clubs, je suis membre du club des médiateurs de services publics, dans lequel vous avez des médiateurs de la consommation, mais des médiateurs institutionnels comme les médiateurs de l'énergie ou les médiateurs de l'eau, et vous avez également des médiateurs institutionnels comme le médiateur de Bercy ou le médiateur de MSA ou le médiateur de Pôle emploi. Donc ce sont des médiateurs institutionnels et on est tous ensemble et quelque part on partage de manière collective et collégiale ce qui nous arrive. On a beaucoup discuté à comment vous avez fait dans le cadre de la Covid. Voilà, on a fait ça de cette façon, etc. Où on discute de cas particuliers, à quel moment le principe de la confidentialité et son principe et des conséquences commence dans votre médiation. C'est très intéressant, parce que selon le point de départ de cette confidentialité, il y a des choses qui tombent dans le droit commun, d'autres qui tombent dans la boîte de la confidentialité de la médiation et qui n'ont pas à être portées devant quiconque, quel que soit le tiers.
Et ça, ce sont des débats extrêmement enrichissants et qui permettent d'améliorer à la fois son processus, sa pratique, son approche et également d'avoir un réseau de médiateurs auprès de pairs, auprès desquels on peut se référer. Et à titre personnel, je ne me contente pas d'être uniquement, je dirais, très présent au sein des réunions de ce club des médiateurs. J'essaie également d'avoir des liens avec d'autres médiateurs que sont des médiateurs conventionnels ou des médiateurs judiciaires pour également confronter ma propre expérience à la leur, qui est totalement différente, mais tout aussi enrichissante que la mienne. Et on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de choses à partager que de choses qui nous portent à être divergents. Alors finalement, Jean-Philippe Naudon, est-ce que être juste en tant que médiateur, c'est facile au quotidien? Ah, est-ce que je suis juste au quotidien? Être juste. Moi, le juste au quotidien, je ne sais pas si je suis juste au quotidien. En tout cas, je sais que j'ai bâti une éthique personnelle basée sur des valeurs qui me touchent de manière extrêmement profonde, que ce soit le respect de l'autre, la tolérance et bien évidemment la responsabilité. Et au travers de ces valeurs-là, moi, je les porte au quotidien. Je ne dis pas que je suis juste tout le temps, en tout lieu, en toutes circonstances. En tout cas, je m'efforce de l'être. Et en tout état de cause, le livre que j'ai fait sur le juste est vraiment l'aboutissement d'une réflexion personnelle autour de ce qu'est l'action d'un médiateur, notamment un médiateur institutionnel, dans lequel, d'une manière ou d'une autre, le médié vous posera la question de savoir, mais est-ce que la médiation que vous avez faite est une médiation juste? D'ailleurs, et ça me remonte tout à coup à la mémoire, j'avais reçu il y a quelques années un courrier d'un assuré qui disait « Écoutez, je m'adresse à vous parce que je veux une juste médiation. » Sûrement que ma recherche du juste vient de cette manière-là, de manière un peu subliminale, de cette personne qui voulait une juste médiation. Voilà. Alors, Jean-Philippe Naudon, vous êtes pour une part bordelais, pour une part parisien par votre activité professionnelle. Y a-t-il une façon bordelaise d'exercer la médiation? L'expérience venant, je vais prendre de la bouteille, je serais tenté de dire. Mais je pense de manière au-delà de la boutade, je pense que être médiateur, c'est d'abord être citoyen du monde, de manière très profonde. Et je me dis que nombre de litiges, que ce soit les litiges interpersonnels, bénins, ou que ce soit les litiges que l'on voit sans cesse à la télévision au travers des affaires qui déchirent les peuples entre eux, pourraient trouver une solution si l'esprit de la médiation souffrait un peu plus sur le monde. Moi, je regrette vraiment parce que la violence n'engendre, me semble-t-il, que la violence. Et à ce propos, il y a un livre intéressant sur les compromis pourris au travers de la médiation, que je cite d'ailleurs dans mon livre. Et l'auteur dit que si on a un compromis dans lequel l'inacceptable est mis dans l'accord, vous êtes sûr d'une chose, c'est que le conflit va renaître. Et je pense que si on arrivait à avoir des médiations dans lesquelles l'accord, c'est un accord qui puisse être à égalité entre les personnes qui sont parties prenantes, je pense qu'on aurait beaucoup œuvré pour, je dirais, la paix dans le monde. Alors merci Jean-Philippe Naudon pour cette prise de recul sur le rôle de médiateur, sur le juste dans cette
dans cette activité. On a pour habitude dans ces entretiens, à la fin de l'échange, de demander à l'invité s'il a un objet qui serve d'évocation à l'ensemble de ces thématiques, un objet qui lui est cher. Quel est l'objet que vous avez choisi? J'ai dans ma poche. Alors montrez-le. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai dans ma poche une pierre, c'est un cristal de roche qui est transparent. En grec, cristallos, ça veut dire glace. Parce que les Grecs pensaient que c'était de la glace dans son dernier cristallisé. Donc voilà, ce qui n'est pas le cas. Et la science d'aujourd'hui nous l'a prouvé. Alors, remarquerez qu'il n'est pas très transparent, comme la vie. La vie n'est pas très transparente. Par contre, il est arrondi, il va bien dans ma main, et quand je l'ai, il m'apaise. Alors, la tradition dit que c'est un symbole de transparence, de clairvoyance. C'est un symbole de sagesse aussi, ou de pureté. Pas tout à fait. Enfin bon, n'importe. C'est aussi... il aurait des bénéfices, il serait bénéfique pour les blocages énergétiques. Et en médiation, souvent, les blocages, je ne sais pas s'ils sont énergétiques, mais les blocages, ils sont là. Et donc, j'apprécie vraiment ce petit caillou que j'ai dans ma poche depuis que j'ai 18 ans. Et donc, vous voyez, il s'est arrondi, peut-être à force de le prendre. Et quand je suis un peu, quand j'ai besoin de me ressourcer, je le mets dans ma main et la sérénité me revient. Alors on voit que ce n'est pas un caillou dans la chaussure, mais que c'est plutôt une pierre de sagesse. Merci Jean-Philippe Nodon pour cet échange. Merci pour votre évocation de ce rôle de médiateur. Et pour plus d'éléments, je renvoie à votre ouvrage, donc Le médiateur face au juste. Merci. Merci Xavier de cet échange, et j'espère que les auditeurs et spectateurs seront intéressés par la lecture de ce livre.